Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui consacré à l'école à la maison. Pour en parler, je reçois Jean-Baptiste Maillard. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Baptiste Maillard, vous avez 3 enfants justement instruits en famille depuis plus de 10 ans. Vous êtes également secrétaire général de l'association Liberté Éducation que vous avez créée. Et vous avez à ce titre été entendu au Sénat et à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi sur le séparatisme. Vous publiez avec votre épouse Marie cet ouvrage, L'école à la maison, une liberté fondamentale chez Arthez. Jean-Baptiste Maillard, évidemment, l'école à la maison souffre de tout un tas de préjugés négatifs. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre à ce sujet ? Le premier préjugé qu'on entend depuis qu'on fait l'école à la maison, c'est celui de la socialisation. Vos enfants sont-ils socialisés ? Alors, dans d'autres pays où il y a un bien plus grand recul qu'en France, notamment aux États-Unis, de très nombreux chercheurs en sciences de l'éducation ont travaillé sur le sujet et ont produit un certain nombre d'études que nous avons toutes consultées. Et ces études, étonnamment, concluent à la même conclusion, qui est que les enfants instruits en famille sont aussi bien, voire mieux socialisés que les enfants des écoles publiques. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, je pense que faire l'école à la maison, ça nous pousse à aller vers les autres. Il faut que les enfants aient des activités et de ce fait, eh bien, on donne beaucoup d'activités à nos enfants. L'école à la maison donnant aussi beaucoup plus de temps libre, eh bien, c'est une facilité d'avoir toutes ces activités. Nos enfants sont dans plein d'activités, le conservatoire régional de musique, des activités sportives, etc. Est-ce que pour les familles modestes, c'est pas un problème Voilà, les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'envoyer leurs enfants au sport, à l'école de musique, etc. Mais si on prend comme exemple le conservatoire, ça coûte beaucoup moins cher qu'une école de musique ou que des cours particuliers. Donc après, ça dépend aussi le niveau d'exigence que l'on veut donner à ses enfants dans un domaine. Par ailleurs, on peut signaler quand même que 90% des familles qui choisissent l'instruction en famille bénéficient des caisses d'allocation familiale, donc de ces aides-là. Et aussi, on peut dire aussi qu'environ 80% des familles qui font l'école à la maison ont un quotient familial inférieur à 1000. C'est pour dire que l'école à la maison est loin de concerner une élite, on pourrait dire aisée. Au contraire, ça touche toutes les catégories de population. Et il y a aussi beaucoup de familles qui font le choix de faire l'école à la maison en allant en province et en ne vivant que sur un seul salaire. Autre préjugé ? L'autre préjugé, le deuxième, c'est malheureusement celui énoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son discours des Mureaux. C'est un discours sur le terrorisme. Et puis il dit, voilà, dans ce cadre, eh bien, j'ai décidé finalement d'interdire l'école à la maison, sauf pour les impératifs de santé à cause de la radicalisation. Or, justement, nous avons fait le tour de tous les instituts de recherche français, parmi les plus éminents. Et nous avons interrogé au sein de ces instituts de recherche les chercheurs en radicalisation pour savoir s'ils avaient des chiffres sur la radicalisation en instruction en famille. On peut citer le CNRS, l'Institut des hautes études de la défense nationale ou même l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Voilà un institut intéressant, il est au sein du ministère de l'Intérieur. Et on a échangé avec le préfet qui dirige cet institut et il nous a dit « J'ai interrogé mes chercheurs et je n'ai aucun chiffre sur la radicalisation en instruction en famille ». Donc en fait, il n'y a pas de chiffres et les derniers rapports de la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui est donc qui émane du ministère de l'Éducation nationale, qui ont été publiés, rendus publics plusieurs semaines après la promulgation de la loi cet été, eh bien, ne font absolument aucun lien avec la radicalisation. Ils donnent même un chiffre. Le dernier rapport est sur 2018-2019. Seuls 32 enfants ont été renvoyés à l'école et ce n'était pas pour des raisons de radicalisation. 32 sur 50 000 environ. D'accord. Alors cette loi promulguée le 24 août sur le séparatisme ou confortant le respect des principes de la République, il y a autre chose sur ce sujet. Ça remettrait en cause la primauté éducative des parents. Alors expliquez-nous comment.
Eh bien, c'est très simple. Plusieurs députés, en séance, ont interrogé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et lui ont demandé est-ce que, oui ou non, et à plusieurs reprises, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et à aucun moment, le ministre de l'Éducation nationale a répondu oui. Au contraire, il a botté en touche à chaque fois, parce que dans sa conception, eh bien, les parents ne sont pas l'apanage des... Les enfants ne sont pas l'apanage des parents, et ce n'est pas aux parents de décider. Tant et si bien que même la rapporteuse du projet de loi a dit que faire l'école à la maison, en soi, eh bien, c'était du séparatisme. Pourquoi c'est du séparatisme? Parce que selon eux, c'est en dehors de la République. Et finalement, dans leur conception, si vous voulez, eh bien, Jean-Michel Blanquer l'a dit, l'école c'est bon pour les enfants. Il l'a répété comme un mantra pendant toute la mobilisation. Sous-entendu, il n'y a pas d'autre alternative. Et même le président de la République aussi a dit la place d'un enfant est à l'école. Et donc, finalement, l'école à la maison, si vous voulez, et c'est un peu comme pour le hors-contrat ou l'école libre peut-être, eh bien, n'a pas lieu d'exister. Un enfant doit être dans l'école de la République, point à la ligne. Ce matin, nous avons reçu un mail un peu enflammé d'un professeur qui nous a dit « Écoutez, arrêtez de nous embêter avec l'école à la maison je suis un hussard noir de la République et la place d'un enfant est à l'école. » En fait, c'est le même discours. Et là, j'ai envie de dire « Mais c'est pas nous, cher monsieur, qui vous avons embêté, c'est vous qui êtes venu nous dire que vous alliez nous retirer nos enfants. » Et ça, en tant qu'Association nationale de l'instruction en famille, on ne peut pas l'accepter. Nous défendons plusieurs milliers de familles. Tous ces parents ne peuvent pas accepter que ce soit à l'État de décider si oui ou non un enfant, on le met à l'école ou si on choisit ne serait-ce qu'un temps, de le prendre en école à la maison. Et d'ailleurs, à l'époque des hussards noirs, les résultats à l'école étaient autrement meilleurs. Et d'ailleurs, ce que vous évoquez, ça me rappelle ce que j'avais dit avec Anne Coffinier, la présidente de Créer son école Éduc France, l'association. Voilà, on évoquait cette intervention de Laurence Rossignol, ancien ministre socialiste, qui disait, voilà, dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3, voilà, vos enfants ne vous appartiennent pas. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre de propos ? Alors même que Jules Ferry, justement, a institué, a sanctuarisé la possibilité pour les parents de faire l'instruction en famille. Ça fait donc depuis 140 ans en France que nous faisons l'école à la maison. Eh bien, cette année, a priori, ça va être la dernière année sous régime déclaratif. Il faut savoir que Jules Ferry lui-même s'était battu en séance à l'Assemblée contre des députés qui, justement, soutenaient les hussards noirs de la République et qui disaient il faut d'ores et déjà, on est en 1882, eh bien, interdire l'école à la maison. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jules Ferry? Il leur a répondu. On a retrouvé ses discours dans la Bibliothèque nationale de France. Il disait c'est très simple, qu'on n'enquiquine pas les parents qui font consciencieusement l'école à la maison. En fait, c'est notre cas. Nous, on fait consciencieusement l'école à la maison. Et on vient de nous dire, on va passer ce régime de déclaration en autorisation. Alors que les contrôles ont lieu chaque année, il y a même un double contrôle. Donc, si on était déjà contrôlé, pourquoi maintenant on vient nous dire il va falloir demander l'autorisation? De quel droit l'État s'érige en disant s'arroge le droit de donner des autorisations aux parents qui voudraient faire l'école à la maison? Le problème aussi, c'est que dans le premier chapitre de mon livre, l'école à la maison, liberté fondamentale, nous avons fait avec mon épouse une classification par pays. Et on a classé la France. Avant même ce projet de loi annoncé par Emmanuel Macron, la France était déjà au rang des pays les plus restrictifs, avec justement ce double contrôle. Et pourquoi pas les contrôles? On n'est pas contre les contrôles. On était déjà dans les pays les plus restrictifs. Avec ce nouveau régime qui sera en vigueur l'année prochaine, en septembre 2022, ce régime d'autorisation qui est une interdiction déguisée, comme l'ont dit de nombreux sénateurs, eh bien, on va rejoindre les pays qui interdisent finalement l'école à la maison, à savoir le Pakistan, la Chine, Cuba, l'Arabie Saoudite. On n'a aucune garantie que cette autorisation sera donnée aux parents, d'autant plus que, pour finir, dans l'étude d'impact du gouvernement, eh bien, un quota a été donné pour l'instruction en famille, à savoir les 2/3 des enfants instruits en famille devront rejoindre les bancs de l'école. Qu'est-ce que ça révèle, excusez-moi, cette interdiction déguisée sur l'esprit de la loi, sur l'esprit des législateurs? En fait, ce qui est grave, et quelqu'un très très haut placé au niveau de l'État nous a écrit récemment en nous disant de l'annonce du projet de loi jusqu'à sa promulgation, toute la chaîne de décision est entre les mêmes mains. Et c'est absolument grave parce que finalement, on est en train de mettre le doigt dans un engrenage totalitaire. Si vous voulez, moi j'ai habité en URSS et au moment de la chute de l'URSS, quand j'étais plus jeune.
Eh bien, il y a quelque chose que j'ai découvert récemment, mais qui pour moi est très explicite par rapport à ça. C'est que 6 mois après la chute du communisme, j'étais à Moscou, j'habitais à Moscou. Eh bien, 6 mois après, eh bien, Moscou a rendu possible de nouveau l'école à la maison. Vous voyez, alors que j'étais à Moscou. Et même aujourd'hui, ils donnent des subventions. Alors ça nous interroge, nous. Il a fallu 70 ans de communisme pour que finalement, on rende possible l'école à la maison, à nouveau, alors qu'en France, on fait le chemin arrière. On va en marche arrière d'un progrès, parce qu'en plus de ça, l'école à la maison est un laboratoire d'innovation, y compris pour l'éducation nationale. Il faut savoir, par exemple, que la pédagogie de mathématiques, pour apprendre les mathématiques qu'on appelle Singapour, que peut-être des téléspectateurs connaissent, eh bien, cette pédagogie est arrivée dans l'éducation nationale par les inspecteurs d'académie qui inspectaient des familles qui faisaient l'école à la maison. Ils se sont dit, c'est une merveilleuse pédagogie, on va la proposer. Et il en est aussi un peu de même pour Montessori qui commence à arriver à petits pas dans l'éducation nationale. On évoquera Maria Montessori dans quelques instants, mais j'aimerais savoir avant, qu'est-ce qu'on pense à l'éducation nationale au sein de la fonction publique de ce ministère, de cette loi du 24 août? La loi du 24 août, pardon. Promulguée le 24 août. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Bien, on pense que c'est très bien, parce que tout simplement, on ne veut pas que l'école à la maison se développe. On ne veut pas que cette liberté fondamentale des parents s'exerce, parce qu'elle dérange. Vous citez néanmoins un haut fonctionnaire qui parle, un projet mal défini avec une grande insécurité juridique. Donc il y a quand même des gens au sein du ministère qui ont des doutes quand même. Absolument. On a eu des contacts au sein notamment de la direction générale de l'enseignement scolaire qui nous ont dit que vraiment, ils n'arrivaient pas à faire un projet qui vraiment tienne la route. Donc au sein même de l'éducation nationale, il y a des doutes. Et je peux vous donner un autre exemple, c'est que le syndicat national des inspecteurs d'académie était opposé au projet de loi depuis le début. Ils l'ont écrit, ils l'ont dit. Pourquoi ils sont opposés au projet de loi? C'est très simple, c'est qu'ils font un très bon travail, ces inspecteurs d'académie. Ils font remonter des tas de choses au ministère de l'Éducation nationale et on vient leur dire c'est fini, on arrête. Et en plus de ça, on les prive des moyens nécessaires pour bien contrôler. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les contrôles de l'éducation nationale ne sont faits qu'à 80%. Même que les contrôles des mairies ne sont faits qu'à environ 50%. Ce qui pose aussi question, pourquoi n'a-t-il pas été donné tout simplement plus de moyens à tous ceux qui font les contrôles de l'école à la maison, plutôt que de dire terminé, on arrête? Alors, tout à l'heure, on a évoqué les préjugés, l'absence de socialisation, le risque de radicalisme. Quelles sont les preuves, les résultats de l'école à la maison sur les enfants? C'est tout le paradoxe. Dans les pays où l'école à la maison se développe depuis de nombreuses années, notamment, j'en ai parlé, dans les pays anglo-saxons et les États-Unis, toutes les recherches scientifiques montrent que les enfants qui font l'école à la maison réussissent très bien, tant et si bien que les grandes universités américaines s'intéressent depuis quelques années en priorité aux profils et aux enfants qui ont suivi l'instruction en famille. Il faut savoir que des grandes universités récemment américaines ont organisé même des colloques sur l'école à la maison. Et tant et si bien aussi que ces spécialistes de l'école à la maison sont embauchés au sein de l'équivalent de notre ministère de l'Éducation nationale. Vous imaginez en France cela arriver, non? Eh bien, on peut citer par exemple Patricia Lines, qui est donc docteur en sciences de l'éducation aux États-Unis et qui travaille au département américain d'État à l'éducation et qui dit, dans une de ses études, elle le montre, que l'école à la maison est le phénomène social le plus important du dernier demi-siècle. Le phénomène social le plus important du dernier demi-siècle. Donc c'est une évolution majeure qui en plus donne de très bons résultats. Les études scientifiques aussi montrent que sur un même panel d'enfants instruits en famille et un panel d'enfants instruits en école publique, c'est ce que font les chercheurs, les résultats des enfants instruits en famille sont meilleurs que ceux des écoles publiques. Comment ça se passe? On prend 2 enfants, un en école publique et un à la maison, et puis on leur fait faire les mêmes exercices. Exactement, et puis, les mêmes examens, sauf qu'on en prend beaucoup plus que 2 pour que que ce soit plus représentatif. Exactement. Et donc toutes ces études montrent que l'école se passe bien. Et puis on peut citer aussi en France toutes ces personnalités que tout le monde connaît, qui ont fait honneur à la France. On peut citer Pierre Curie. Pierre Curie a fait l'école à la maison. Tant et si bien qu'avec son épouse Marie Curie, ils ont décidé de faire l'école à la maison à leurs enfants. Tant et si bien d'ailleurs que Marie Curie, du coup, a édité un manuel de physique qu'on trouve encore aujourd'hui pour apprendre à ses enfants en école à la maison la physique. C'est extraordinaire. Ou on peut citer aussi Pierre-Yves Degennes, grand mathématicien, ou celui qui a découvert les fractales
Attal, Monsieur Malbruno. On peut citer tout un tas de gens comme ça qui ont fait l'école à la maison et qui ont extrêmement bien réussi. Ou d'un point de vue littéraire, Jean d'Ormesson, il y en a beaucoup. Donc on sait que l'école à la maison, ça, c'est pas un secret, donne d'excellents résultats. Mais simplement, justement, ça vient un petit peu aussi déranger un système préétabli où il n'est pas question d'inventer des nouvelles pédagogies, d'enseigner de nouvelles méthodes. Pourtant, Jean-Michel Blanquer, dans son livre « L'école de demain », c'est son livre de programmation pour devenir ministre de l'Éducation nationale, si vous voulez. Il l'a envoyé en 2017 à tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est très simple. C'est comme ça d'ailleurs que Brigitte Macron l'a proposé à son mari Emmanuel Macron pour le choisir comme ministre. Eh bien, il fait un chapitre sur l'école à la maison. Sur Montessori. Un grand chapitre sur les pédagogies alternatives. Dites-nous justement en quoi ça consiste, ce modèle, cette méthodologie de cette femme Maria Montessori. Écoutez, nous, justement, ma femme et moi, on est tombés dans l'école à la maison en ayant découvert cette pédagogie Montessori. Ma femme avait envie d'éveiller davantage notre aîné. Elle a commencé à chercher des activités sur Internet. Et de fil en aiguille, on a découvert cette pédagogie qui est absolument fabuleuse parce qu'elle utilise un matériel qui fait appel au sens de l'enfant, au toucher, à plein de choses qui fait que l'enfant mémorise beaucoup mieux les apprentissages, que ce soit à lire, écrire, compter. Et donc, une fois que vous avez manipulé du matériel Montessori, vous découvrez ça. Moi, j'ai eu la chance de faire maths sup. Mais je suis allé faire un stage de mathématiques Montessori avec mon épouse. Eh bien, c'est fabuleux. Je me suis dit, pourtant, j'ai bien aimé les mathématiques. Si seulement j'avais appris les maths comme ça. Je lui ai répété pendant 3 semaines après. J'ai un cahier que de temps en temps je retrouve où j'ai pris toutes mes notes de comment enseigner les mathématiques avec la pédagogie Montessori. C'est fabuleux. Alors, je ne vais pas utiliser des termes barbares, mais enfin, il y a le trinôme algébrique, il y a le serpent positif, il y a énormément de choses. Il y a tout ce qui est la banque pour apprendre à compter. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. J'invite les téléspectateurs à se pencher sur ces méthodes. Et finalement, nous, on a fait l'école à la maison pour ça. C'était pas du tout en réaction par rapport à un système, quoi qu'aujourd'hui on nous dit, on comprend effectivement que vous fassiez ça, mais c'était pas la raison c'était votre première. Motivation, mais parce que vous vous êtes penché a priori sur tout ça, mais quelles sont les motivations des parents que vous rencontrez qui voudraient faire l'école à la maison? Le choix de la pédagogie vient plutôt en deuxième. Le premier choix, c'est le respect du rythme de l'enfant. Parce qu'à l'école, ils trouvent que ça ne respecte pas le rythme de l'enfant. On est un pays, en France, où on fait énormément travailler les enfants sur des temps vraiment très longs et très chargés. Et d'ailleurs, un des facteurs d'explosion de l'école à la maison, puisque c'est le cas depuis la rentrée de septembre, eh bien, c'est la loi 2019 qui a obligé les parents à instruire leurs enfants dès l'âge de 3 ans. Depuis 2019, il y a énormément de familles qui nous contactent et qui nous disent on veut faire l'école à la maison parce qu'on ne veut pas tout de suite mettre notre enfant de 3 ans à l'école. On est l'un des rares pays européens à mettre ses enfants à l'école dès 3 ans et surtout toute la journée. Parce que les pays européens qui le font, en général, ça s'arrête à midi. Nous, on leur impose toute la journée d'être instruits à l'école. Et donc, du coup, beaucoup de parents, à cause de ça, eh bien, décident de faire l'école à la maison. Et quand on parle aussi du respect du rythme de l'enfant, nous, quand mes enfants travaillent bien à la maison, à 16h, ils ont terminé. Et ils ont la place après pour plein d'autres activités. Je le disais tout à l'heure, la musique, mais ça peut être aussi le sport, la lecture. On a notre fils aîné qui lit pratiquement un livre par semaine parce qu'il a le temps. Il n'a pas de devoir le soir. Et le week-end, eh bien, c'est des week-ends familiaux où on joue ensemble, où on sort, où on va se promener. Et du coup, le rythme de l'enfant est vraiment beaucoup mieux respecté. Puis aussi parce qu'on s'adapte. Vous savez, c'est la force des cours particuliers. Donc le jour où un enfant, notre aîné là aujourd'hui est malade, eh bien ma femme, elle lève le pied. Et puis on rattrapera dans les jours qui viennent. Mais est-ce que tous les parents sont susceptibles de faire cette école à la maison? Vous disiez à l'instant que vous avez fait maths sup, vous avez été un très très bon élève du coup, mais c'est pas le cas de tout le monde. En fait, j'ai pas été un très bon élève, j'ai été un cancre. Ah bon? Voilà, et même si j'ai fait maths sup, c'est parce que j'ai eu une bonne note au bac qui m'a un peu rattrapé, pour tout vous dire. Okay. J'ai plutôt été un cancre toute ma scolarité. Donc je sais un petit peu de... Voilà, non, c'est vraiment pas le... Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que faire l'école à la maison, c'est l'école la plus démocratique. Pourquoi c'est la plus démocratique? Parce que vous prenez un manuel scolaire, vous en avez par exemple d'excellents à la librairie des écoles. Ma femme est en train d'en produire un pour cet éditeur. Et en fait, vous vous asseyez à une table comme on est là, vous ouvrez le manuel avec le programme de l'année et vous déroulez. Et qu'à suivre. C'est tout simple en fait.
Et si vous avez en tête ce qu'on appelle le socle commun des connaissances et de culture, c'est le mot utilisé, c'est la définition utilisée par le ministère de l'Éducation nationale pour dire voilà, est-ce que cet enfant a le niveau ou pas lorsqu'ils sont inspectés. Oui, mais après, je pense à ça à l'instant. Ce qu'il faut avoir au sein de la famille un certain revenu, puisque j'imagine que c'est peut-être votre épouse qui fait l'éducation à la maison, et du coup, elle, pendant ce temps-là, elle n'est pas au bureau pour travailler, donc ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir un certain revenu. Est-ce que c'est pour toutes les familles, même les plus modestes ? Il y a aussi beaucoup de mamans seules qui font l'école à la maison et donc qui se débrouillent pour arriver à le faire. C'est vrai que beaucoup de familles qui font l'école à la maison vont vivre en province, comme c'est le cas de la nôtre. On est parti de Paris, où on était très bien placé, à une maison à Tours pour pouvoir avoir un jardin, etc. Donc si vous quittez la province, vous avez peut-être un niveau de vie qui va baisser un petit peu, mais en même temps, vous allez y gagner par ailleurs. Alors il y a quelque chose qui m'a interloqué. Vous évoquez le fait que le gouvernement envisagerait l'idée de renvoyer à l'école plus de 2/3 des enfants scolarisés à la maison. Est-ce que vous confirmez cette information ? Absolument, c'est écrit noir sur blanc dans l'étude d'impact du gouvernement qui a accompagné le projet de loi. Ils ont donné des chiffres, ils ont dit qu'ils voulaient renvoyer 30 000 enfants, 29 000 exactement, sur les 45 000 au moment où ils ont écrit le projet de loi. Donc ça représente les 2/3 des enfants. Et donc c'est absolument très très grave parce que par la suite, ils ont édicté un certain nombre de motifs pour faire l'école à la maison et on peut les préciser, mais ils ne sont jamais revenus sur cette affirmation qu'ils voulaient renvoyer les 2/3 des enfants instruits en famille à l'école contre l'avis de leurs parents et évidemment des enfants aussi. Donc c'est très embêtant. Alors si on prend ces 4 critères aujourd'hui dans la loi telle qu'elle a été promulguée le 24 août, eh bien c'est très simple. Il y a d'abord la santé, l'état de santé de l'enfant, en l'occurrence plutôt son handicap. Il faudra une reconnaissance a priori de la maison départementale des personnes handicapées, ce qui n'est pas facile à obtenir. Et voilà. Le deuxième critère, eh bien c'est l'éloignement géographique des parents. Ou le fait qu'ils soient itinérants, donc toutes les familles ne travaillent pas dans plusieurs départements en même temps, donc on ne sait pas bien encore ce que ça va être. Le troisième critère, c'est les activités artistiques intensives de l'enfant ou sportives, mais même nous qui faisons le conservatoire, on n'est pas sûr du tout qu'on rentre dans ce critère parce qu'il faut démontrer que c'est intensif. On attend bien sûr pour tout ça les décrets d'application. Et puis le quatrième motif est beaucoup plus flou, c'est la situation propre à l'enfant. Voilà, selon l'intérêt supérieur de l'enfant, les parents devant démontrer l'existence d'un projet pédagogique. Mais alors, c'est très flou, cette question de situation propre à l'enfant. Qui va définir que l'enfant, eh bien, selon sa situation particulière, on peut lui faire l'école à la maison. Du point de vue du gouvernement, c'est plutôt au ministère de l'Éducation nationale. Mais le Conseil constitutionnel, dans son avis, a émis une réserve d'interprétation sur ce point-là. Et donc, on ne sait pas bien encore ce qu'a voulu dire le Conseil constitutionnel. Peut-être que le Conseil constitutionnel a dit, écoutez, au ministère de l'Éducation nationale, faites attention quand même à ce que ce soit bien l'intérêt de l'enfant dont il sera question. On n'en sait rien parce qu'au niveau international, c'est une notion juridique très floue et on a rendez-vous le 5 octobre prochain au ministère de l'Éducation nationale pour en discuter. Mais on est quand même très inquiet du fait que justement, il y a ce fameux quota des 2/3 des enfants qu'on voudrait renvoyer à l'école. Et vous me disiez que grâce à votre action, vous aviez gagné 3 ans Absolument. de report de ce changement de régime. Absolument, grâce à la mobilisation, pas seulement de notre association, mais des autres associations nationales de l'instruction en famille et de toutes les familles qui se sont extrêmement mobilisées. Il faut quand même savoir que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, s'est plaint d'avoir eu autant de courriers qui ont été reçus par les députés, de demandes aussi de rendez-vous, parce que c'était vraiment un tsunami. Bon, eh bien, grâce à toute cette mobilisation, puis aussi beaucoup de retombées presse, notamment dans la presse quotidienne régionale, mais aussi nationale, eh bien, on a gagné 3 ans. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, quand il annonce sa volonté d'interdire l'instruction en famille pour les impératifs de santé, donc ça veut dire que les enfants vraiment ne pouvaient faire l'école à la maison que ceux qui avaient un handicap, donc vraiment c'était une belle interdiction. Eh bien depuis, il y a eu ces motifs qui ont été rajoutés, même si on ne sait pas encore bien ce qu'il y a dedans, et il était question que ce soit interdit dès cette rentrée de septembre, le 2 octobre dernier. Or, on a obtenu pour cette année, que ce soit encore sous régime déclaratif, le régime qui avait cours depuis de nombreuses années. Et vous me disiez tout à l'heure que ça passerait l'année prochaine, ce régime déclaratif. Ce régime d'autorisation, oui, sera en vigueur. C'est écrit dans la texte de loi, même si la loi a déjà été promulguée en septembre 2022, pour les familles qui commenceront l'école à la maison. Pour nous, familles qui continuent, le cursus, vous avez 3 ans supplémentaires. On a 2 ans supplémentaires à partir de l'année prochaine.
Ça sera ma dernière question, Jean-Baptiste Maillard. Vous dites qu'avec l'instruction à la maison, vous accomplissez, excusez-moi, votre devoir de citoyen, je vous cite, en donnant à la France des futurs hommes et femmes bien dans leur peau et la tête bien faite. Ma question est un peu provocatrice. Est-ce que vous pensez vraiment que le but de la République est de créer des gens bien ? J'ai vraiment l'impression que parfois on peut se poser la question de quel est leur objectif ? Est-ce que vraiment ils veulent des Français qui réfléchissent par eux-mêmes, qui votent par eux-mêmes ? C'est bientôt l'élection présidentielle et j'ouvre une parenthèse. Plusieurs candidats nous ont demandé des notes sur l'école à la maison. Est-ce que vraiment ils veulent des Français libres ? Quand je dis libre, c'est aussi qu'ils réfléchissent librement. Eh bien, j'en suis pas du tout sûr et j'aimerais bien que le gouvernement, dans les décrets d'application, nous prouve que quand même, il laisse cette liberté et qu'il nous la rende finalement, cette liberté des parents de choisir l'école à la maison. Parce que finalement, je vais vous dire quelque chose, la liberté d'instruire ses enfants en famille, elle découle de la liberté d'expression et elle découle de la liberté d'opinion. Jean-Baptiste Maillard et Marie Maillard, voilà leur ouvrage « L'école à la maison, une liberté fondamentale » que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Jean-Baptiste Maillard, merci d'être venu sur notre plateau et puis vous passerez nos salutations à votre épouse Marie. Merci à vous et vive la liberté.